De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 13e saison, 16e ville, 17e heure de direct sur ce marathon des 24 heures. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, réagir en direct sur Facebook et Twitter, hashtag 24HChronoTV. Et nous arrivons bien évidemment à Bahreïn. Alors, pour cette émission, j'ai un premier invité, Pascal Jeunesse. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, vous étiez CEO d'une entreprise dans la métallurgie. Oui, absolument. J'ai passé 2 ans passionnants à Bahreïn sur une mission très particulière de retournement d'une entreprise sidérurgique, une des plus importantes de la région. Donc, on aura l'occasion peut-être d'expliquer un peu. On va en reparler, bien évidemment. J'accueille par hasard, pas par hasard, évidemment, Afed. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes manager Mazars. Bien, oui, c'est bien ça. Je suis à Mazars, Bahreïn. Mazars, vous savez bien, depuis hier, on vous présente. C'est une organisation internationale spécialisée dans l'audit et le conseil. Et moi, je suis en train de renforcer les équipes, l'expansion qu'on fait depuis 10 ans au Bahreïn. Donc, installé depuis 10 ans à Bahreïn. Pas 10 ans, c'est une année. Non, mais Mazars, Bahreïn, oui, ça fait presque 10 ans. Et vous? Moi, ça fait à peine quelques mois. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes en pleine découverte. Voilà. Très bien. Par ailleurs, j'accueille Aurélie Soto. Bonjour. Bonjour. Donc Aurélie, vous venez de revenir de Bahreïn, vous avez passé plusieurs années sur place. Oui, tout à fait. Je suis arrivée à Bahreïn en 2011. Donc j'y ai passé 7 ans et demi. Je travaillais à la communication, donc tout d'abord dans une banque française et ensuite dans une banque locale. Et voilà, donc de retour depuis 1 mois et demi en France. D'accord, 7 belles années. 7 belles années, oui, aucun regret. Et j'accueille Macha. Bonjour. Bon. Alors Macha, ça n'aura échappé à personne que j'ai monsieur à ma droite. Et madame. Absolument. Donc Macha, vous avez été expatriée avec monsieur. Oui, tout à fait. Donc vous avez vécu cette vie d'expatrié dans un premier temps. J'ai installé, j'ai suivi monsieur dans cette destination qui peut sembler parfois un peu étrange, et surtout pour une femme. Mais voilà, j'ai installé la famille et pendant 2 ans, nous avons vécu 2 très belles années. D'accord. Puis juste parce que j'ai envie de vous embêter un peu dessus, une petite création de start-up à la fin. Oui, à la fin, voilà, mais juste à la fin, et il a fallu rentrer. Donc voilà, je suis en train de me poser une question, de savoir est-ce que je continue ou pas. D'accord, très bien. On va voir tout ça tranquillement. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller interroger Margot Lanoé, qui est une Française résidant à Bahreïn, bien évidemment, sur l'ambiance générale de la vie sur place. Alors, l'ambiance générale de la ville est très positive. C'est un pays où il fait bon vivre. D'ailleurs, il a été élu, je crois, le pays numéro 1 pour les expats par Internation, parce que c'est vraiment, la qualité de vie est très bonne. Il fait beau, il fait chaud, les gens sourient. On se sent accepté comme on est, pas besoin de changer. Personne ne va nous juger pour la façon de s'habiller ou la façon de parler. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment le point positif du pays. En plus de ça, les Bahreïniens sont super accueillants, très souriants, toujours curieux de savoir d'où on vient. Donc je trouve qu'il y a une belle harmonie entre la population locale et la population d'expatriés. C'est votre perception, Macha, quand vous êtes arrivé sur place ? Oui, c'est un pays, c'est vrai, qui est très agréable parce qu'il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, et puis la qualité de vie est très agréable. En tant qu'expatrié, on vit forcément dans des conditions incroyables, dans des maisons magnifiques. Voilà, donc oui, et en tant que femme, ce pays qui est proche de l'Arabie Saoudite, on est beaucoup plus libre. Donc, les femmes n'ont pas d'abaya, enfin, les expatriés en tout cas n'ont pas d'abaya, n'ont pas à être voilées, peuvent conduire, peuvent se déplacer absolument partout. Voilà, moi, j'ai jamais. Il y a quelques codes à casser comme ça, voilà. Il y a quelques codes, effectivement, on ne serre pas la main d'un homme. On ne tient pas son mari par la main en public, on ne s'embrasse pas en public. Enfin, voilà, il y a quelques codes à connaître pour respecter donc les coutumes du pays.
mais rien d'extraordinaire. Ça a été votre sentiment Bah oui, complètement. Et puis voilà, pour rebondir, je pense que au niveau sécurité aussi, moi c'est un pays où je me suis toujours sentie en sécurité. On oublie son téléphone dans le taxi nous rappelle. Enfin, nous fait comprendre qu'on l'a oublié. Pareil pour dans un café, si vous laissez votre téléphone sur la table, vous allez danser, vous allez parler à quelqu'un, vous revenez, il y est toujours. Donc voilà, c'est vrai que un sentiment de sécurité que je ressens pas forcément toujours à Paris. Donc c'est vrai que quand on met un peu les choses en balance, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un très bon train de vie et c'est un pays très facile en fait. On peut se promener n'importe où. Oui, tout à fait. Sans avoir peur, de quoi que ce soit, sans être agressé, sans être jugé. C'est vrai que ce que disait Margot dans le reportage. Alors bien sûr, il faut à nouveau respecter quelques codes, c'est-à-dire pas se balader en mini-jupe ou en short, mais à partir du moment où on est respectueux de la culture, c'est en tant que femme en tout cas, c'est sans aucun problème. Oui, et puis beaucoup d'activités aussi qu'on peut faire très facilement. Enfin, personnellement, j'ai toujours fait beaucoup de choses. J'ai repris une chorale, du sport, j'ai même commencé la plongée, la guitare. Enfin il y a énormément de choses qu'on peut faire là-bas, qu'on n'aurait pas forcément fait ici aussi. Oui. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis vraiment de m'épanouir complètement. De prendre plaisir à faire des choses. Exactement. J'ai trouvé quand même qu'il y avait une petite phase d'adaptation de 2-3 mois. Parce que même si ces codes paraissent évidents a posteriori, quand on arrive, il faut quand même savoir où est-ce qu'ils sont. Et puis, quand on est entre expats, évidemment, on est plus libre que quand on est dans le milieu plus international. Donc, il y a quand même, je pense, une petite phase d'adaptation. C'est un petit pays en même temps, mais c'est des grosses communautés. Enfin, c'est 2 grosses communautés, c'est ça? Oui, exactement. C'est un pays d'1,4 million d'habitants. Il y a à peu près 45% de Bahreïnis et autant d'Indiens. Et depuis des millénaires. En fait, Bahreïn a toujours été une plaque de commerce entre la vallée de l'Indus et la vallée de la Mésopotamie. Et puis à côté de ça, il y a 10% pour le reste du monde. Et il y a peut-être, 1200 Français, 400-500 familles. Donc on est un peu perdu au milieu de ça. Et moi-même, j'étais le seul occidental dans l'entreprise où j'étais. Donc effectivement, il faut s'adapter à d'autres cultures. Alors c'est un pays très tolérant et très ouvert, comme disait Pascal. En fait, on peut rencontrer des nationalités de tout le monde. On peut voir des Indiens, c'est sûr, mais beaucoup de l'Asie du Sud-Est, des Anglais, des Américains, donc ça parle anglais partout. Oui. Et puis pour les activités, il y a beaucoup d'activités équestres, il y a des sports, il y a la Formule 1, il y a le skydiving qui est en vogue là. Donc, on l'a fait. Oui. Enfin, c'est une vie très agréable avec une communauté française assez restreinte. Donc, quelque part, un peu quand même une obligation de sortir de cette communauté si on veut vivre un peu. Oui, si on veut respirer, effectivement. Si on veut un peu de respiration et rencontrer d'autres... mais il y a des belles opportunités. Il y a de très belles opportunités. Je pense qu'on peut comparer Bahreïn à un village. Quand j'ai dit aux gens que je partais à Bahreïn, ils m'ont dit « Ah, mais c'est comme Dubaï !» Non, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment un village où, vous le voyez sur les photos ou les vidéos, il y a très peu de grands buildings, il y en a quelques-uns. Et puis, on sort quelque part dans un restaurant ou à des spectacles ou des choses comme ça, il y aura toujours quelqu'un qu'on connaît. Donc ça, c'est côté positif et c'est côté négatif, mais c'est vrai que c'est quand même très agréable. Et il n'y a pas le côté, show-off de Dubaï. Exactement. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de relations quotidiennes en entreprise, en termes de management. Quelles sont un peu les grandes différences, justement, qu'on peut ressentir assez vite? Alors là, il faut peut-être 3 mois ou 5, je ne sais pas. Alors moi, j'ai pas mal travaillé à l'international. J'avais été expat auparavant, mais en Europe, en Espagne, et puis à Luxembourg, et j'ai beaucoup travaillé à l'international. Donc, je n'étais pas, disons... choqué dans un premier temps. Oui, choqué par... Voilà. Mais par contre, la différence, c'est que j'étais effectivement le seul Européen. Et ça, je me suis rendu compte que c'était un peu différent. Parce qu'il manquait un petit peu de gens avec qui échanger sur la même base culturelle. Voilà. Mais sinon, c'est un environnement très professionnel, avec des gens de bon niveau. Effectivement, comme vous disiez, l'anglais est très bien maîtrisé partout. Donc, c'est la langue... qu'on pratique. Qui pratique partout. Donc on peut se débrouiller très bien sans parler l'arabe. Même si j'ai quelques syndicalistes qui préféraient l'arabe, donc moi je ferais un traducteur. Mais ce n'était pas vraiment du tout un obstacle. Et puis au niveau du conseil d'administration, tout était en anglais. En anglais. Votre perception, vous qui venez d'arriver, sur la relation dans l'entreprise? Alors, je commence par mon entreprise, à Mazars. Nous accompagnons des sociétés locales, mais aussi des groupes étrangers. Donc, on parle que l'anglais au cabinet.
Il y a beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, mais on a quand même une moitié de locaux, parce que les Bahrainis, contrairement aux autres pays, ils sont très éduqués, ils ont beaucoup Des bonnes formations. de bonnes formations, surtout dans les métiers de finance. Et donc, on parle anglais, on vient de toutes les nationalités, et ça va très bien. Même lorsqu'on va aux clients, c'est la même chose. Donc. Oui, on est dans le même type de relation. Je pense que si je peux juste rajouter une chose. Ah, mais je vous en prie. Je pense qu'il y a quand même une certaine adaptation à avoir au niveau du travail, au niveau de la culture, parce que c'est vrai que, par exemple, à Paris, voilà, on court toujours, tout le monde est hyper dynamique, etc. Là-bas, il y a un peu plus cette culture, comme on peut peut-être l'avoir en Espagne, où on prend notre temps. C'est-à-dire que les choses vont être faites. On est sur une île et il fait chaud quand même. Voilà, non, mais tout à fait. Les choses vont être faites, on ne sait pas trop quand, mais on sait qu'elles vont être faites. Voilà, donc c'est un peu la différence au niveau du travail que moi, j'ai vraiment remarqué. Et vous qui avez vécu qui avez travaillé dans un groupe français d'origine française et dans une banque du Bahreïn, du coup, il y a une différence managériale dans les deux institutions? Moi, j'avais une grosse différence parce que mon équipe avec l'entreprise française était internationale, donc il n'y avait qu'une Bahreïnie. Alors et là, c'était l'inverse. Voilà, c'était l'inverse. J'étais la seule expatriée dans l'autre équipe. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine adaptation et où finalement, voilà, au jour le jour, les petites conversations qu'on peut avoir au travail se faisaient en arabe. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, ça fait 5 ans que je suis là, j'aurais peut-être dû apprendre l'arabe, mais bon, finalement, on arrive toujours à comprendre les grandes lignes, à comprendre quelques mots, et puis c'est un arabe un peu anglicisé aussi, donc on arrive quand même à suivre le fil de la conversation. Très bien. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. Donc on est au Bahreïn et on parlait à l'instant justement des relations management dans l'entreprise. Il y a un point qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est quel est le rapport à la religion justement dans l'entreprise. Entre autres, on parle sidérurgie, là on voit bien de quoi on parle. Alors, du point de vue concret au quotidien, effectivement, il y a le respect des temps de prière. Alors, qui est différent selon les pays de la région. Dans l'usine que j'avais en Arabie Saoudite, on avait une mosquée, et donc les gens pouvaient aller directement sur le lieu de prière qui était la mosquée. J'en avais pas dans l'usine à Bahreïn, qui était une beaucoup plus grosse usine, mais il y avait le projet d'en construire une, mais elle n'était pas encore là. Donc, c'est vraiment des lieux de prière qui étaient prévus dans des bâtiments où les gens pouvaient aller faire des prières. Et c'est uniquement donc, pour les musulmans. Et puis ensuite, le grand moment, sinon, c'est le ramadan. Et donc, pendant le temps de ramadan, effectivement, pour ceux qui ne font pas le jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas en public, et donc on se retire dans son bureau. On est toujours dans la logique du respect quand même. Exactement. Maintenant, j'avais aussi travaillé au Maroc, et il arrivait parfois qu'on ait un moment de prière commun, quand on s'affichait des objectifs ou des budgets, et c'était une façon de donner du solennel, du collectif et du solennel sur des choses, des ambitions communes. Et donc, voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire, mais qui ne sont pas du tout nécessaires, mais qui peuvent se faire comme une façon collective de partager des valeurs et une ambition. D'accord. Alors, moi, mon expérience, je vais le redire, c'est un pays très tolérant. On sait bien qu'il y a une présence de 70% de musulmans, entre sunnites et chiites. Il y a aussi les hindous, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, et il y a les chrétiens. Donc, si vous allez dans la rue, vous avez aussi des temples hindous et des églises. Mais majoritairement, il y aura des mosquées sunnites et chiites, mais
lorsque c'est dans le lieu de travail, on ne va pas faire la ségrégation. On ne sait pas vraiment qui est sunnite et chiite. Tout le monde va prier lorsqu'il voudra le faire. Et puis c'est tout. Mais ça reste quand même un pays où les gens sont assez pratiquants, assez pieux. Et très tolérants. Pratiquants et tolérants, oui. J'allais compléter pratiquants et tolérants, qui est quand même important pour nous tous. D'ailleurs, on a été invité avec mon épouse, en fait, à partager autour du jeûne, évidemment parfois chez des managers, mais également chez les ouvriers, dans la famille, où on était les seuls étrangers. Oui. Enfin, je pense que pour mon épouse, c'était un moment aussi assez unique, de partager. Des moments très intimes, intéressants. Des moments très intimes, et en tant que, d'autant plus qu'en tant que non-musulman, voilà, c'est un moment de découverte d'une autre culture, d'une autre traduction. C'est... Très bien. Merci. Je vous propose qu'on retourne voir Margot Lanoé sur le coût de vie sur place. Alors, le coût de la vie sur place est quand même relativement cher. Pour se loger, il faut compter entre 800 et 1000 euros par mois pour une personne. Mais après, dans ces tarifs, on a toujours des super appartes trop modernes, meublés complètement, avec des bonnes infrastructures comme une piscine, une salle de sport. Donc, c'est vraiment, on en a pour son argent. Après, il y en a pour tous les budgets. Donc, si quelqu'un ne veut pas mettre autant dans un loyer, ils peuvent habiter dans un truc pas meublé, excentré, sans piscine et salle de sport. Et là, ça baisse les prix relativement. Après, au niveau de transport, l'essence ne coûte pas cher du tout. C'est à peu près 11 euros pour faire un plein qui dure 1 à 2 semaines. Au niveau des sorties, ça dépend. Il y a des petits restos très très sympas qui ne coûtent rien, des petits boui-boui. Locaux, on peut manger pour moins de 4 euros par personne et on a des super assiettes. Et puis après, il y a des restaurants plus classe, ou si on veut faire un brunch par exemple dans des hôtels classe, là ce sera 80 euros par personne. Donc en fait, ça dépend du mode de vie qu'on a, le coût de la vie. Mais avec le pouvoir d'achat qu'on a, je pense que ça s'équilibre et puis on vit quand même plutôt bien ici. Alors, Hafed, on va revenir un peu sur votre expérience personnelle. Là, du coup, sur le logement, vous réagissiez en direct. Alors, comme disait Margot, c'est entre 800 et 1000 euros. On peut trouver un très bon studio, très bien équipé, avec tout ce qu'il y a pour le confort. Mais je rajouterais quand même que le même degré de qualité à Paris, vous ne le trouverez pas moins de 1500 euros. Donc ça reste relativement très bien. Oui, puis il y a quand même une piscine, il y a 2-3 choses quand même. Il y a toujours des piscines, des salles de sport dans les tours résidentielles. Tout est fait pour nous simplifier la vie en fait. Moi où j'habitais, j'avais des gens qui venaient faire le ménage 2 fois dans la semaine. Il y avait déjà la télé, Internet. Enfin, voilà, je suis arrivée, j'ai posé mes valises et c'est tout ce que j'avais à faire. Donc c'est vrai que c'est très très simple. Et pour l'accueil des familles, du coup. Alors nous vivions dans un compound, donc dans une villa privée, mais effectivement tout est fait pour faciliter la vie de la famille au quotidien. Donc toute l'intendance, enfin toute la maintenance fait partie de la location de la maison. Et voilà. Donc oui, vraiment la vie est simple. Alors sur place, vous viviez avec un de vos enfants. Un de mes enfants. Voilà. Donc il a été il a été scolarisé sur place. Oui, il a été scolarisé sur place. Alors nous, expat depuis quelques temps, on avait fait le choix d'une école internationale. Donc mais il y a une école française à Bahreïn et de nombreuses écoles internationales. Donc. Le niveau scolaire est très bon, en tout cas dans 2 écoles internationales qui sont très réputées à Bahreïn et bien connues, qui sont BSB, British School of Bahrain, et Saint-Christopher. Des écoles qui ont un très, très bon niveau et qui rentrent plusieurs élèves en fin de cursus à Oxford, Cambridge, Imperial College, dans des grandes universités. Donc oui, aucun souci pour emmener des enfants. Partir avec des enfants, ça pose aucun problème. Et il profite du fait que ce soit insulaire et que ce soit relativement sûr pour avoir accès au taxi pour 1 ou 2 $ et faire le tour de l'île, et on ne les voit pas. Oui. Donc ils ne rentrent pas avant 3 heures du matin et ils s'amusent bien. Mais c'est très. Donc il y a une vraie vie pour les adolescents. Mais c'est sécure. On ne se sent pas, on ne se sent pas inquiet pour ses enfants. Puisque la sécurité est... Tout à fait. Et puis je pense qu'on peut rajouter aussi, j'avais des amis qui avaient des enfants plus jeunes, et on parlait tout à l'heure d'une population plus d'Asie, et c'est vrai que il y a cette aide aux familles, en fait, des familles qui vont avoir des nannies ou des chauffeurs ou des choses comme ça, qui vont être à moindre coût pour ces familles et qui vont leur permettre justement d'avoir quelqu'un à la maison. Et d'avoir une grande qualité de vie. Voilà, donc des familles avec des couples qui peuvent sortir, avec quelqu'un toujours à la maison pour garder les enfants,
enfants, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très très confortable. On sent, Macha, que le retour est compliqué quand même. Le retour est un peu compliqué, oui. Bien, je vous propose qu'on se retrouve après une petite page de pub et on parlera bien évidemment d'économie et de mise en place de structures d'entreprises sur place. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour l'émission de Bahreïn. Je vous rappelle que vous pouvez commenter, réagir en direct sur Facebook, sur Twitter, hashtag 24HChronoTV. Alors maintenant, on va un peu parler justement du tissu économique local, comment ça se développe. Alors vous avez été membre de la Chambre de commerce et d'industrie sur place, France-Bahreïn sur place, Pascal. Quel est un peu le tissu économique sur place? Comment ça se passe? Des grands groupes, des PME, comment c'est structuré? Effectivement, quand je suis arrivé à Bahreïn, j'ai été très bien accueilli par la communauté française des affaires. Et donc, j'ai rejoint, et j'ai été même nommé au conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-bahreïnie. Et j'ai rejoint les conseils du commerce extérieur de la France pour Bahreïn. Donc, qui permet effectivement, parce qu'on se réunit régulièrement, de partager beaucoup d'informations et d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe à Bahreïn, dans la région, aider des entreprises françaises qui veulent s'implanter à Bahreïn ou des entreprises bahreïnies qui ont le projet de venir en France. Donc ça fait partie des missions de ces deux groupes. Alors à Bahreïn, du point de vue industriel, il y a 3 grands groupes industriels. Il y a évidemment toute la raffinerie du pétrole. Bien évidemment. Bahreïn a eu le premier puits de pétrole en 1932, mais arrive aujourd'hui, bientôt à terme, de l'exploitation du pétrole. Et donc, on a anticipé ce renouvellement en développant l'aluminium. Et Alba est la plus grosse usine d'aluminium au monde, qui est à Bahreïn. Et puis, la sidérurgie. Et l'usine que je dirigeais, c'est une usine dont le dernier développement, pour plus d'1 milliard d'euros, était très récent. Donc, une usine très neuve, state of the art. Et puis, à côté de ces grands groupes, et également des grands groupes dans les services, peut-être que vous le développerez tout à l'heure, dans la banque et dans les autres services, il y a sinon une constellation de PME qui parachèvent ou qui travaillent sous-traitance et en partenariat. Soit soit en downstream, en aval donc ça veut dire que pour un chef d'entreprise français dans la métallurgie, pour faire court, il y a des choses à faire, des partenariats à trouver avec les groupes sur place, potentiellement. Alors il y a du parachèvement qui peut être fait sur des produits sidérurgiques, mais il y a surtout tout le travail de maintenance effectivement dans les usines, puisqu'on sous-traite une grande partie des travaux de maintenance. Et il y a des groupes français, d'ailleurs, qui sont déjà sur place, bien évidemment. Un travail de bonne qualité. Et puis, comme Bahreïn a un problème à terme d'équilibre énergétique, il y a beaucoup de travail à faire pour développer de nouveaux systèmes, solutions de production d'énergie, et puis d'économie d'énergie. Puisqu'il y a un gaspillage d'énergie encore un peu dans les groupes industriels, et beaucoup dans la climatisation, dans le chauffage, dans toute la vie au quotidien, dans l'automobile. Quand le pétrole n'est pas cher, forcément. Voilà, ça crée de mauvaises habitudes. Et donc là, il y a un gros travail à faire, et sur lequel probablement les sociétés françaises ont l'expérience depuis 30 ou 40 ans et peuvent apporter un savoir-faire dans le Golfe en général et à Bahreïn en particulier. Sur les secteurs porteurs, justement, quelle est votre perception, Afed? Alors, pour l'état actuel des choses, il y a toujours de nouvelles industries lourdes qui vont être implémentées. Il y a des secteurs, des implantations d'infrastructures énergétiques, mais aussi pour la désalination de l'eau, l'épurage, tout ça. Donc, il y a même beaucoup de groupes français qui sont déjà sur place. Bien évidemment.
Et il y a aussi les sociétés françaises qui font le service pour accompagner ces entreprises-là. Il y a, même pour l'industrie pétrochimique, il y a la vente de catalyseurs, par exemple, ou d'installations, d'ingénierie. Et il y a beaucoup d'offres de services françaises là-dessus. Pour les secteurs porteurs, autres que les secteurs liés au pétrole, finalement, il y a surtout le monde de la finance, puisque le pays étant un pays producteur de pétrole, mais assez limité, ils ont déjà compris il y a plusieurs décennies qu'il fallait diversifier. Voilà, et un peu exploiter cette position au centre du Golfe, parce que c'est un pays qui... c'est un positionnement idéal, c'est clair. Depuis 30 ans, c'est une place financière très importante de la région. Il y a beaucoup de capitaux qui viennent d'Arabie Saoudite, de Koweït et de tous les pays voisins. Et donc, il y a une multitude de groupes bancaires internationaux, de fonds d'investissement qui sont sur la place et ça crée des opportunités. Alors, le prochain relais de croissance potentiel sur lequel le pays travaille, c'est le tourisme, parce qu'ils ont un tourisme important. Il y a plus d'1 million de Saoudiens par an qui viennent à Bahreïn. Bahreïn est le Saint-Tropez pour les Saoudiens. Voilà, parce qu'il y a accès au cinéma, tout ce qui au est mall, interdit en Arabie Saoudite est autorisé à Bahreïn. Bon. Et c'est juste à côté. Et c'est juste à côté. Mais au-delà de ça, il y a le souhait de développer un tourisme plus haut de gamme. Et donc, il y a des projets et des groupes français, je crois, se positionnent aussi pour faire des nouvelles marinas, des lieux autour des plaisirs sur l'eau, qui sont des projets importants et qui pourraient peut-être probablement repositionner Bahreïn. Et quand on voyage, je pense, dans la région, ça peut valoir le coup maintenant de s'arrêter peut-être 2-3 jours à Bahreïn, alors qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, c'était moins le cas. Et puis pour rebondir là-dessus, ils viennent effectivement de lancer un visa transit. Il y a quelques semaines, en fait, pour pouvoir s'arrêter jusqu'à 4 jours en escale avec la compagnie nationale. Donc, qui permettra... Un visa découverte. Non, mais c'est vrai. Mais 4 jours suffisent à visiter Bahreïn. 3-4 Et en fait, à Bahreïn, il y a une histoire très intéressante depuis 3000 ans. Qu'on connaît mal, même pas du tout. Il y a eu un certain travail pour la préserver. Et donc, si on est intéressé, on y a accès. Mais elle n'est pas mise en valeur de façon très volontariste. Non. Et je pense que là, il y a matière encore à faire plus. Et je pense que pour les Français qui aiment bien en général découvrir l'histoire ancienne des pays, à Bahreïn, ça vaut le coup de s'arrêter. C'est un pays qui a 4000 ans d'histoire. Mais moi, voilà, en étant resté près de 8 ans dans le pays, j'ai vu une différence énorme entre 2011 et 2018 au niveau du tourisme. Il y a eu la construction du Théâtre National qui fait aussi opéra. Il y a eu la construction du parcours de la Perle parce que la Perle, avant le pétrole, en fait, c'était la Perle. Donc les gens y allaient avec leurs masques, leurs tubas, et ils allaient pêcher des perles qui aujourd'hui valent très cher parce que c'est pas des perles de culture. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes et qui commencent vraiment à se développer aujourd'hui. Qui se développent ou reprennent position aujourd'hui. Et alors, dans certains textes anciens, on dit que Bahreïn était le paradis terrestre. C'était Dilmun. Et donc, beaucoup de gens allaient se faire enterrer là-bas. Et donc, dans le désert, on voit en permanence des petits monticules qui sont des anciennes sépultures. Et on voit ça sur des kilomètres et des kilomètres. Il y a des forts, des mosquées, il y a beaucoup de choses à visiter. Alors, on parlait des secteurs porteurs. Quand on s'installe sur place, comment ça se passe ? On va aller voir notre ami de chez Mazar. Avant l'installation, j'ajouterais un secteur porteur qui est nouveau, en fait. Le Bahreïn veut être un hub de la FinTech. Et donc, ils ont créé Bahreïn FinTech Bay. Et maintenant, ils accueillent des entreprises européennes, françaises même. Il y avait beaucoup de présentations de FinTech françaises qui étaient venues au mois de novembre. Et il y a beaucoup d'aides, de subventions du gouvernement pour ça. Donc, c'est un vrai secteur. Donc, je reviens sur mon sujet, installation, fiscalité. Alors, pour s'installer au Bahreïn, c'est assez facile parce que l'administration elle a déjà amorcé un processus de faire tout en ligne. Donc, même pour créer l'entreprise, ça raccourcit un peu les délais. Il faut juste choisir sa forme juridique idéale et bien s'accompagner pour le faire. Mais après, vous n'allez pas avoir un dépaysement total quant à la forme juridique. Il y aura des sociétés anonymes, des sociétés par action, des sociétés... On est sur les mêmes principes. Voilà, c'est les mêmes principes. La grande architecture est la même. C'est un pays qui se projette dans tout ce qui est international, en normes de comptabilité, et en droit d'affaires. Donc, il n'y aura pas vraiment de surprise. Il faut juste aller voir les bons détails pour ne pas avoir à payer trop, ou choisir une bonne niche pour s'installer, c'est tout. Et il y a certains métiers où il faut encore un partenaire local.
Donc c'est réglementé, donc il faut bien regarder la liste des métiers. Donc, si vous ouvrez un restaurant, par exemple, il faut un Bahreïni au capital. Mais c'est une évolution qui aussi évolue. Et je crois que pour les compagnies internationales maintenant, c'est de plus en plus facile d'être seul actionnaire à Bahreïn. Oui, tout à fait. Ça a évolué au cours de la dernière année énormément. Oui, il y a eu de nouvelles mises à jour. Il y a quasiment toutes les activités. Vous pouvez vous installer à 100%. D'accord. Et même, il y a une autre chose. Ils ont même réduit le capital minimum. Parce que pour ouvrir une société à responsabilité limitée ou par action, on avait des seuils. Des seuils. Maintenant, on accepte tout, même à 1 000 euros, vous pouvez lancer votre entreprise. Oui, donc le business est assez simple. Exactement, parce que c'est un grand pilier de la politique du gouvernement pour les années à venir. Et sur la digitalisation, donc il y a eu un gros travail qui a été fait à Bahreïn déjà pour que l'administration soit très digitalisée. Donc avec votre carte d'identité qui est la CPR, ils ont accès à beaucoup d'informations et tout est pour les entreprises pareil digitalisé. Et je crois qu'ils vont continuer à investir parce que c'est un des éléments de compétitivité et d'attractivité. C'est d'être complètement connecté et que tout circule. Donc Dubaï et Bahreïn sont très en avance au niveau mondial, je pense, dans la performance de l'administration grâce à la digitalisation. Je pense qu'au niveau des entreprises aussi, il y a quelque chose à ajouter, c'est que le Bahreïn essaye vraiment de donner de plus en plus d'emplois à ses populations locales. On pouvait trouver, il y a peut-être 10 ou 15 ans, énormément d'expatriés de l'Ouest, si je peux dire. Et aujourd'hui, ils essayent vraiment de former les locaux, de faire ce genre de succession planning, de développer en fait leurs compétences pour que, à terme, ils n'aient pas forcément besoin de faire appel à une population expatriée pour certains secteurs. Alors, en fait, c'est organisé, c'est-à-dire qu'il y a un taux de bahreïnisation. Donc, dans mon industrie, j'avais un taux de bahreïnisation. J'avais en Arabie Saoudite, j'avais un Bahreïn qu'il faut atteindre. Donc, c'était 30%, puis après, il augmente progressivement. Et c'est important dans la culture d'entreprise aussi parce que, tout à l'heure, on n'a pas passé sur ce point un peu rapidement peut-être, parce qu'en fait, quand vous avez beaucoup de gens qui viennent pour 2-3 ans, ils ne s'intègrent pas forcément complètement dans une ambition pour l'entreprise. Ils sont là pour toucher un salaire sans impôt, puis après, ils repartent. Oui. Et l'avantage d'avoir plus de Bahreïnis, c'est les gens qui sont là pour on s'intègre durablement dans une culture. Exactement. Dans une culture d'entreprise, j'entendais. Et donc, c'est gagnant pour l'entreprise, pour le pays, et donc, c'est des choses importantes. Surtout que c'est très subventionné par l'État. Pour recruter des Bahreïnis, vous payez presque rien. La première année, c'est 15%, après c'est jusqu'à 50%. En 3 ans, vous économisez beaucoup sur le salaire. Mais ils sont travailleurs, donc c'est pas simplement on les prend pas juste pour avoir des dons. Il y a eu une époque dans certains pays de la région où on les prenait un peu par obligation, ils restaient presque chez eux. C'est pas le cas à Bahreïn, tous les gens qui étaient payés venaient travailler. Tout à fait. Il n'y avait pas d'exception. Il est vrai qu'il est plus difficile, par contre, de s'en séparer si besoin était. Il faut le savoir, c'est-à-dire que quand un expat devient pas nécessaire, c'est facile de s'en séparer. C'est plus compliqué pour les locaux, même si j'ai pu être amené à le faire, donc c'est possible, mais c'est plus compliqué. Je vous propose qu'on passe à une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants avant d'amorcer la conclusion. De retour sur le plateau, pour conclure sur Bahreïn, si on avait un conseil ou deux à donner justement à un chef d'entreprise français qui aurait l'intention d'investir sur place pour son entreprise. Alors d'abord, activer son réseau ou construire son réseau à Bahreïn. Je pense que la Chambre de commerce franco-bahreïnie est un bon point d'entrée pour ça. Avec les conseillers du commerce extérieur aussi. Et également les conseillers du commerce extérieur. Tout à fait. Nous, à titre privé également, le chargé de tête qui avait placé là-bas m'a donné un contact. Et moi, j'avais 2 gens par la famille que je connaissais pour aussi s'installer. Donc, c'est-à-dire ne pas arriver là-bas sans savoir où mettre les pieds, bien dégager un peu le terrain, connaître les gens et savoir un peu les erreurs à ne pas faire. Et ça, il n'y a rien de mieux que des gens qui ont fait des conneries pour vous les raconter. Pour les raconter. Et c'est mieux de faire les mêmes de la même façon. Donc partir accompagné avec des gens d'expérience. Voilà, ça c'est le premier point le plus important parce que c'est quand même... Il y a de la différence, il faut savoir où est la différence. Et le deuxième point, je reprendrai ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut faire son étude de marché et comprendre politiquement, c'est un secteur où il y a une ouverture pour ce qu'on veut faire.
Si c'est un secteur où il y a des acteurs, est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a la place pour un nouvel acteur? Parce que parfois la concurrence n'est pas forcément bienvenue, ou au contraire, elle peut être souhaitée. Et donc, il faut comprendre ça face du marché et comprendre politiquement si ça s'intègre bien. Ça s'intègre bien dans l'environnement et dans l'écosystème local. Très bien. C'est 2 points essentiels. Macha, et en 3 secondes, une belle expérience quand même, votre start-up sur place. Oui, balbutiement, parce que l'été, juste avant de quitter, avant l'été, j'avais un projet de création d'une petite société avec une amie, Sidonie, qui est comme moi expat, qui est toujours là-bas, de création de sacs inspirés de Bahreïn. Voilà, donc je ne sais pas, on verra quel avenir. Quel avenir pour cette petite société, Shadow. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Et puis, pour notre part, on se retrouve dans quelques instants pour un départ en Allemagne à Francfort. Merci. Merci. Merci.